De nos jours, ne restez plus sans une bonne assurance. Contactez l'agence Colombo qui vous proposera toute une gamme de contrats. Obsèques, avec ou sans rapatriement, assurance vie, épargne retraite, assurance habitation, garantie décennale et bien d'autres offres à découvrir en appelant le 01 43 14 23 23 ou le 06 90 55 87 89. Guadeloupe, actualité. Notez que le ministère de la Santé a été perquisitionné aujourd'hui dans le cadre de la commission d'enquête sur l'influence des cabinets privés sur les politiques publiques. Vous savez, ce rapport qui a mis en exergue le fait que le cabinet conseil McKinsey ait quasiment orchestré la gestion de la crise Covid et ce de A à Z. On rappelle qu'Emmanuel Macron n'a juré que par ce cabinet qui a empoché pas moins d'1 milliard d'euros en 2021 dans une opacité quasi totale. Et notez que chez McKinsey, un consultant, c'était en moyenne 2168 € par jour. Et le 28 mai 1802 à Matouba, Louis Delgrès met fin à ses jours avec ses hommes plutôt que de se rendre. Figure de la liberté, il s'est battu contre les troupes du général Richepense venu rétablir l'ordre sur l'archipel. La ville de Saint-Claude commémore cet affranchi au courage incommensurable. Regardez. Le 28 mai est un jour important pour nous. Et ce qui s'est passé au Matouba ce 28 mai est, disons, quelque chose d'inégalé dans l'histoire de l'humanité, où des gens libres prennent la décision de planter le sang de la liberté sur une terre afin que d'autres générations puissent en profiter. Mais surtout, Delgrès nous laisse un message, nous laisse une mission. Cette mission n'a pas encore fait. On n'a pas encore véritablement accordé la larme ou les larmes que Delgrès réclamait, disons, pas sa mort, mais enfin, disons, pas son sacrifice non plus. On va dire, ça, à la limite, il s'est livré pour nous. C'était important pour le diocèse d'être représenté, puisque l'histoire de Delgrès, c'est notre histoire. Nous sommes de ce peuple-là, issus de ce combat aussi. Et aujourd'hui, il y a aussi d'autres combats à mener pour la liberté des personnes. Nous avons voulu montrer dans le discours que la France, en effet, ne reniait pas son passé, qu'elle faisait face à ce passé, mais que ce passé devait nous permettre également, pour l'avenir, de nous rassembler autour de ces principes qui sont ceux de la République, qui sont des principes de liberté, d'égalité, de fraternité, que nous partageons tous et qui font que nous sommes aujourd'hui, bien évidemment, tous placés dans un destin commun qui nous amène à lutter contre toutes les formes de discrimination, contre toutes les formes d'exploitation humaine, contre lesquelles il convient bien évidemment de lutter. Nous avons accès au site quand nous sommes sur les pas de Delgrès. Nous y allons. Mais ce qu'il nous faudrait, c'est avoir l'adhésion du propriétaire du terrain pour nous permettre d'acquérir du foncier pour pouvoir ériger un mémorial, une stèle ou alors quelque chose en rapport avec vraiment le Delgrès. Je pense à tous ceux qui se sont battus pour que cette résistance, ce marronnage et surtout cette lutte contre le rétablissement de l'esclavage soit honorée à leur juste mesure. Delgrès, Ignace, Massoto, Marthe Rose Toto, la compagne de Delgrès, Solitude, compagnes et compagnons. Maintenant, faisons peuple, faisons dignité, faisons humanité. Et qu'ici, en ces lieux, et plus loin encore, sur cette montagne de Danglemont, créons ensemble l'historial. Un reportage signé Solène Fèvre. Et la ville de Pointe-à-Pitre réunit son conseil local de prévention de la délinquance. Une occasion pour former les divers acteurs au repérage des facteurs de criminalité juvénile. Et l'objectif est simple, élaborer des solutions pour mieux accompagner ces jeunes et éviter l'explosion de la criminalité en Guadeloupe. Regardez.
Ce groupe de travail thématique consacré à la prévention de la délinquance permet de réunir les acteurs de terrain qui au quotidien travaillent à Pointe-à-Pitre et l'objet de cette réunion spécifique, c'est la prévention de la délinquance juvénile. Donc l'idée de ces ateliers maintenant, c'est d'une discussion entre tous les acteurs, ces échanges que vous entendez, qui doit déboucher sur un plan d'action qui sera mis immédiatement en œuvre, avec des actions qui pour certaines existent sans doute déjà, mais qu'il faut peut-être réorienter, et d'autres actions qui seront propres à chaque secteur de Pointe-à-Pitre qui a été défini, puisque la ville a été découpée en plusieurs secteurs, et on se rend compte que chacun de ces secteurs a des spécificités particulières, et également des spécificités en termes de délinquance. Les différents groupes tournent et les membres énumèrent qui leur apparaît être, par catégorie d'âge, les problématiques qui se posent, les suggestions d'action possibles. Nous avons un atelier qui est consacré à l'évaluation des politiques qu'on va mettre en œuvre, sur quels paramètres on va s'appuyer pour savoir est-ce que ça marche, est-ce qu'on doit s'amender, est-ce qu'on peut continuer comme ça. On voit aussi par catégorie d'âge, par exemple pour les enfants de 0 à 12 ans, on s'aperçoit que c'est des problèmes de parentalité, que si un enfant manifeste déjà des problèmes comportementaux, c'est parce que peut-être il y a des problèmes de violence intrafamiliale ou de difficultés sociales de la famille. Donc aujourd'hui, on va au fond des choses de façon détaillée et perspicace, pertinente, pour que nous puissions trouver des vrais remèdes et non pas se limiter à l'incantation, yaka, faucon, voilà. On est en phase d'action. Il est important de travailler avant, justement, sur comment est-ce qu'on les accompagne, comment est-ce qu'on évite le décrochage scolaire, comment est-ce qu'on arrive à trouver d'autres vecteurs, que ce soit par l'art, par le sport, en tout cas d'autres engagements que celui dans la violence. Et donc là, c'est très intéressant parce qu'on a fait déjà un premier atelier pour essayer de recenser les difficultés à tous les âges, les difficultés, alors que ça soit donc des carences éducatives, mais pas seulement. Et voilà, il y a plein d'autres choses. Et donc on a tout listé. En essayant de trouver des propositions de prise en charge adaptées en fonction de l'âge. Ensuite, on travaille par quartier aussi, c'est-à-dire quelles sont les vraies problématiques de délinquance par quartier et donc comment est-ce qu'on y répond. Les personnes qui visitent l'atelier doivent identifier le type de délinquance que l'on a en fonction de l'âge. Donc ça peut être de 0 à 12 ans, ça peut être de 13 à 17 ans et nous allons jusqu'à 30 ans. Donc, les personnes nous donnent sur l'atelier le type de délit que l'on rencontre dans cette tranche d'âge et bien entendu, on tente d'apporter des solutions. Vous le savez, nous sommes régulièrement impactés par des tremblements de terre et nous ne sommes pas à l'abri d'un séisme d'une magnitude dévastatrice. Une menace étudiée avec de nouveaux moyens tels que la fibre optique. Les câbles télécoms sont en effet capables d'étudier l'activité sismique. C'est pourquoi le Centre national de recherche scientifique collabore avec l'IDIL pour les mettre à profit. Regardez. Alors, j'ai présenté des travaux en cours qui vise à utiliser les câbles sous-marins, des câbles de télécom et autres câbles sous-marins pour essayer de détecter des déformations au fond de la mer. Et ces déformations peuvent avoir lieu suite à des mouvements tectoniques ou aussi à des courants océanographiques ou même des sollicitations humaines comme des chalutages ou ancres de bateaux. Ma spécialité, c'est l'étude des séismes à partir de l'enregistrement géologique, c'est-à-dire ouvrir la fenêtre d'observation des gros séismes, surtout les séismes de magnitude supérieure à 6, qui vont être enregistrés par des perturbations dans les sédiments, lesquels on essaye de dater pour avoir la magnitude de ces séismes et la période de retour entre ces gros séismes. Le projet qui a permis d'avancer dans ces recherches, c'est un projet européen et dans lequel il y a la participation d'une petite moyenne entreprise qui s'appelle IDIL, spécialisée dans la fibre optique. Et en effet, les études que nous menons, c'est à la frontière entre les géosciences d'un côté et la fibre optique de l'autre côté.
On a donc travaillé en fait avec Marc-André Gutcher en fait pour développer en fait concevoir un câble spécifique qu'on a déployé en fait au large de Catane. On va dire que c'est un câble intelligent, mais ça peut aussi être un câble télécom qui va transmettre de la donnée, de la data. Mais il peut aussi avoir des fonctions de capteur. C'est ce qu'on a aussi là montré dans le cadre du projet Focus. On peut voir si quelque chose a sollicité le câble. Solliciter, ça veut dire soit une élongation mécanique ou raccourcissement mécanique, ou des sollicitations thermiques, que la température de l'eau de mer, par exemple, est augmentée d'hiver en été, ou inversement, est baissée d'été en hiver. Et ça, c'est le genre de phénomène que nous pouvons observer et quantifier avec nos mesures. L'objectif de l'étude de l'aléa sismique, c'est produire pour chaque pays ces normes de construction sismo-résistantes dans le but, dans l'optique de préserver la vie et les biens. Et maintenant, nous recevons Joanne Daomey, adjoint au maire de la ville de Bémao. Bonsoir Madame Daomey. Bonsoir. Vous êtes en compagnie d'Anne-Gaëlle Lubino, fondatrice du Café Papier. Bonsoir. Bonsoir. Ville de Bémao qui organise donc le concours OSE. Dites-nous en plus. Alors, bonsoir à tous, chers téléspectateurs. Bonsoir Harold. Merci de recevoir la ville de Bémao. Mais dans le cadre de la première édition du concours OSE, la ville de Bémao s'engage en faveur de l'entrepreneuriat au féminin. Alors, il faut savoir que parmi une des politiques publiques mises en œuvre par Madame le maire, il y a celle de la lutte contre toute forme de discrimination. Donc, il y a une délégation spécifique et je suis en charge de cette fameuse délégation avec les services de Madame Dacalor. Et la lutte de toute forme de discrimination passe aussi par la prise d'un bâton de pèlerin qui est de lutter contre toutes les violences, notamment les violences faites aux femmes. Et nous avons deux dates fortes dans l'année, que sont le 8 mars et le 25 novembre. Donc le 8 mars, la lutte pour les droits, en faveur des droits faits aux femmes, et le 25 novembre, la lutte contre les violences faites aux femmes. Alors, nous avons décidé d'aller bien au-delà de ces deux dates fortes et de s'engager dans cette politique publique tout au long de l'année. Et nous avons saisi le thème du 8 mars qui était sur investir en faveur des femmes. Nous avons souhaité s'investir en faveur des femmes et aller bien au-delà. C'est-à-dire ne pas uniquement se contenter de faire des débats, de parler, de réunir les partenaires, ça on l'a fait, mais de mettre le pied à l'étrier, de lancer le concours OSE, qui est la possibilité de permettre à ces femmes qui sont sur le territoire de la ville de Bémao de présenter leurs projets, de faire part de leurs talents et de les permettre de s'organiser, de les accompagner et qu'elles puissent ensuite pitcher sur ce qu'elles ont à proposer. Donc c'est vraiment un cercle vertueux, le fait de s'investir sur l'entrepreneuriat, c'est pouvoir dire à toute femme qu'elle compte, que leur talent, c'est un talent qui compte, qu'elles peuvent investir dans leur talent, et c'est une manière pour elles de trouver un équilibre et surtout de leur donner des armes pour pouvoir lutter contre toute forme de violence, notamment les violences économiques. Alors nous sommes à cette première édition du concours OSE. On se veut être un concours avec la présentation de projets innovants qui s'adressent à des femmes qui sont sur le territoire de la ville de Bémao. Et pour cela, nous avons choisi une marraine, qui est Anne-Gaëlle Lubino, qui est à mes côtés aujourd'hui, qui fait partie de ces femmes inspirantes, entrepreneuriales. Et voilà. Alors, Madame Lubino, justement, qui est fondatrice du Café Papier. Le Café Papier, un nouveau concept, effectivement, que vous avez mis en place il y a quelques années. 5 ans bientôt. 5 ans déjà ? Le 21 juin, ça fera 5 ans. Ah, le temps passe vite, donc ça fait déjà 5 ans. C'est une affaire qui roule, ça on peut le dire. Disons-le. Non, je souris parce que, comme ceux qui savent, 5 ans, quand on fait le calcul, on a ouvert quelques mois avant le Covid. Donc, c'est une affaire qui a roulé parmi les bosses, les pleins et les déliés de la route, mais qui est toujours là et grâce à tous ceux qui y viennent au quotidien. Donc voilà, on est encore là, on tient. C'est vraiment pas évident. Voilà, faut pas confondre fréquentation et rentabilité et gros succès financier. Mais on est là et on est content d'accueillir du monde tous les jours.
Très bien. Voilà. Alors, vous l'avez dit, un début d'activité dans une période qui était quand même assez compliquée. Est-ce que vous pouvez dire que le parcours a été plus compliqué parce que vous étiez une femme? Je dirais jamais ça. C'est-à-dire que, en ce qui me concerne en tout cas, je vois. Alors, il y a deux choses. Je vois peu de choses dans la vie par le prisme de. Au départ, oui, je suis une femme, donc ça va être plus dur. Je suis une femme, donc voilà. Pour moi, il y a des choses à faire. Typiquement, surtout si on prend un parcours entrepreneurial, ouvrir une société. Si vous le faites, si je le fais, ça sera les mêmes documents, ce seront les mêmes interlocuteurs, etc. Donc le fait d'être une femme en soi pour ouvrir une entreprise, ce n'est pas ça qui dès le départ pose un souci. Comme toujours, ce sont les interactions avec les humains qui font que les choses sont plus ou moins faciles. Et donc en fonction des personnes à qui on s'adresse, le fait d'être une femme a une influence. Mais très honnêtement, le café, en tout cas l'expérience Café Papier, en tout cas ma condition de femme n'a pour moi pas influencer les choses. C'est ma vision du monde qui est partagée par d'autres hommes et d'autres femmes. Donc j'aurais pas dit ça comme ça. Au niveau de l'entourage, vous savez où vous allez et au niveau de votre entourage? Alors au niveau de mon entourage, alors je sais où je vais. Je savais où j'allais quand j'ai créé le café, mais on ne sait jamais quand on met quelque chose au monde, et d'ailleurs un enfant ou une entreprise, peu importe, on ne sait jamais ce que ça deviendra. Donc je suis contente, c'est ce que je disais tout à l'heure, que le Café Papier ait trouvé sa clientèle assez rapidement, et en fait il a fait sa vie. J'ai eu une idée, je l'ai mise dans la matière, je l'ai fait exister, et ensuite la clientèle du café continue à le faire grandir et prendre la forme qu'il a aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qu'on construit avec nos clients, quoi. Donc voilà. On ne vous a pas dit une folle aventure? Ah si. Choisir plutôt le salariat, c'est plus sécure. On m'a pas dit ça. En revanche, il y a eu beaucoup de silence, et c'est après, quand on a ouvert, il y a eu beaucoup de silence. J'ai eu des et puis c'est après, mais après c'est vrai que je suis quand j'ai quelque chose en tête, quand c'est clair en tout cas, j'y vais, et c'est après quand on a ouvert que j'ai eu des c'était ça. Donc j'ai compris qu'ils n'avaient pas compris au départ, mais ils étaient quand même à mes côtés, donc c'est ça qui compte. Et donc vous souhaitez être aussi aux côtés de femmes qui souhaitent entreprendre? Absolument, absolument. J'ai été très honorée d'être contactée pour être la marraine de ce concours. Déjà que ce concours existe, parce que exactement comme l'a dit Madame Dahomey tout à l'heure, les violences économiques font clairement partie des violences que les femmes subissent. Alors statistiquement c'est le cas. Il s'agit encore une fois pas d'être dans un discours victimaire, et c'est tout le contraire avec ce genre de concours. Donc mais vous êtes en train de contrebalancer. C'est en train de se renverser. J'espère bien. Je ne sais pas quelles sont vos statistiques, mais je les prends. Je prends. J'espère bien. Vous verrez. En tous les cas, c'est l'intérêt de ce genre de concours, de permettre à des personnes qui, soit par le discours ambiant, soit parce qu'elles-mêmes n'osent pas, à ces personnes-là, de pouvoir se montrer, sachant que ce concours a pour vocation d'accueillir les candidatures de toute personne, de toute femme de plus de 18 ans qui réside dans la commune de Bemao. Donc ça veut, dans la ville de Bemao, pardon. Donc ça veut dire que quel que soit le domaine, quelle que soit la taille, quel que soit le niveau de préparation, le niveau de finition, on va dire, parce qu'on pourrait se dire ah oui, mais moi par exemple je ne fais que quelques repas 2-3 fois par semaine, c'est pas grave. Comme disait Joanne tout à l'heure, c'est un talent, ça peut se structurer dans le cadre d'une entreprise, et ça peut être un biais d'émancipation économique, ce qui permet de s'autonomiser, d'être dans l'indépendance, etc. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 7 juin pour l'instant. Peut-être qu'on prolongera parce qu'on en a qui continuent à arriver, donc voilà, on y réfléchit. Les candidatures qu'on a reçues, en tout cas aujourd'hui, sont de bonne tenue en termes de qualité, et des projets divers et qui ont vraiment pour vocation, et ça je trouve ça admirable, d'apporter quelque chose au territoire. Et voilà, je pense que, comme je dis, c'est Graines d'Iri qui a fait de Sac d'Iri. Il n'y a pas de petite contribution, il n'y a pas de petits talents, il n'y a pas de petite personne, il n'y a pas de petite entreprise en réalité, parce que c'est dur à 2-3 comme à 200. Donc voilà. Donc toutes les femmes sont invitées, enfin à partir de 18 ans, toutes les femmes sont invitées donc à participer à ce concours, présenter leurs idées, présenter leurs projets. Tout à fait. Toutes les femmes sont invitées dès qu'elles ont 18 ans. Mais vraiment toutes les femmes. En tout cas, merci de nous donner la parole à la date d'aujourd'hui, parce qu'on sort du week-end de la fête des mères, et nous avons vu fleurir sur notre territoire de la ville de Bemao des femmes entreprenantes, toutes ces femmes qui ont créé des stands, qui ont fait des objets, qu'elles ont mis en vente sur le bord des routes, au coin des ronds-points. Mais en fait, on s'adresse à elles. On leur dit d'oser. Elles ont déjà osé se mettre en avant, braver les intempéries qui ont été ce week-end, et pour pouvoir vendre leur talent. Mais nous,
la ville de Bémao leur permet de s'organiser. On va mettre en œuvre, on a des partenaires qui nous accompagnent sur ce projet, des institutionnels, des partenaires qui vont leur permettre de structurer leur projet, puisqu'il y aura des ateliers. Anne-Gaëlle vous a indiqué que les clôtures vont jusqu'au 7 juin. On songe peut-être à un peu ouvrir les inscriptions, mais cela c'est encore en cours de discussion. Il y aura une présélection entre le 10 et le 30 juin, mais à partir du 15 juillet jusqu'au 20 septembre, mais ce sera la mise en œuvre d'ateliers à tout niveau pour pouvoir les accompagner sur la structuration de leur projet pour que lorsqu'elles vont arriver au stade du pitch, c'est-à-dire de la présentation face au jury, que ce soit quelque chose d'abouti. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment mis l'accent sur le fait, sur le nom qu'on a donné à ce concours qui s'écrit OZ, parce qu'on l'a voulu quand même avec notre touche créolophone, mais c'est avant tout pour dire aux femmes d'oser présenter leur talent. Et c'est très bien qu'on passe mercredi, parce que moi j'en ai vu plein. C'est parce que je n'avais pas le temps. Moi aussi j'ai donné du temps à de l'entrepreneuriat pour la fête des mères. Je n'avais pas le temps de m'arrêter et de dire mais voilà, il faut aller sur je m'inscris@bemao.fr et présenter votre candidature. Une simple lettre suffit. Et puis messieurs, les fils, les filles, les voisins, les voisines, vous avez quelqu'un dans votre quartier qui a un talent, écrivez-nous. Écrivez à la ville de Bémao. Dites que c'est pour oser et déposer leur candidature. Elles ont peut-être pas, elles se disent mais non. Mais certains n'y pensent même pas. Mais c'est ça, certains n'y pensent pas parce que généralement, il y a certains talents qu'on garde pour soi parce qu'on a une âme généreuse et puis on a d'autres. Voilà, on le fait pour l'amour, on le fait pour les enfants ou on le fait pour les autres. Mais on peut se structurer et c'est un cercle vertueux. La structuration passe par le fait de se donner de la confiance, de l'importance et de comprendre que certaines choses qu'on vit ne sont pas forcément normales. Et pour il faut qu'on développe aussi la culture de l'entrepreneuriat. Oui. De l'entrepreneuriat, c'est important qu'on motive justement les jeunes. Dans notre jury qu'on est en train de constituer, on a des hommes, on a des femmes, mais surtout des personnes qui ont de l'expérience dans l'entrepreneuriat. On a tous les milieux. On a toute strate du monde agricole, du monde économique. Mais on dit que c'est quelque chose qui nous fait défaut. Je suis pas d'accord. Moi, pour ne pas le nommer, moi c'est Bernard Ayotte qui m'avait dit que ce qu'on n'a pas, c'est effectivement c'est l'esprit d'entreprise. En fait, c'est dans la structure même familiale de l'Antillaise qu'on connaît. Nos grands-mères étaient entreprenantes. Elles avaient des lolos, elles avaient des boutiques, elles faisaient de la contrebande, mais elles le faisaient pour pouvoir nourrir la famille. Même quand elles amarraient les cannes, c'était toujours pour pouvoir nourrir de la famille, organiser la récolte. Elles ont toujours eu ce pouvoir d'organisation et c'est vrai qu'on n'a jamais osé leur dire et les mettre en avant en disant mais en fait c'est une action entrepreneuriale. Exact. Voilà. Et c'est ce qu'on dit avec Anne-Gaëlle. C'est le message qu'on entend passer et on se met en faveur des femmes. Elle a eu des mots qui sont très importants dans le cadre de l'interview sur France Antilles quand elle a parlé de ce réseau féminin. Mais on va au-delà du réseau féminin. On ne veut pas rester entre nous, pas d'entre soi, mais permettre à la femme de se valoriser et de se faire connaître. Merci beaucoup en tout cas pour votre intervention. Vous êtes avec nous. En fait, il faut qu'on entreprenne. Moi, je ne suis pas d'accord effectivement avec la vision de on n'est pas entreprenant ici. Je pense que c'est une vision erronée puisque, comme vous le dites, on avait peut-être d'autres méthodes, d'autres façons, mais en tout cas, on l'a toujours fait. Et je pense qu'il faut motiver en fait les jeunes, qu'on ait notre propre frein, c'est nous, puisqu'on est toujours avec des pensées limitantes. Ah, ça va être dur, ça va être compliqué. Ah non, ne te lance pas. Enfin bon, choisis le salariat plutôt que l'entrepreneuriat. Enfin, on arrive à se démotiver tout seul. Moi, je suis plus sur cette tendance-là. Et quand je parle effectivement de l'inversion de tendance pour les femmes qui reprennent un peu le dessus, c'est parce que dernièrement, je regardais les stats justement sur la magistrature, sur les concours de magistrature qui sont largement dominés par des femmes. C'est 80% de femmes qui passent le concours de la magistrature. Mais je vais vous dire, il n'y a pas que dans la magistrature. Oui, justement, il n'y a pas que dans la magistrature. Il n'y a pas que dans la magistrature. C'est quasiment dans tous les domaines.
Vous arrivez fort. Je vous dirais que le barreau de la Guadeloupe est aussi rempli de femmes, mais pour autant, on va parler que des ténors. Et alors qu'il y a beaucoup de femmes qui allient les deux, qui allient vie familiale et la profession d'avocat. On sent que vous savez de quoi vous parlez. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau. Et comme chaque année, la ville de Petit-Bourrel célèbre les mamans, on en parlait tout à l'heure, regardez. Aujourd'hui, c'est une grande manifestation où l'on honore, où le maire, la municipalité honore les mamans, je dirais même les héroïnes. Et c'est une volonté que nous avons chaque année de les honorer, car ce sont des mamans qui assurent l'éducation des enfants et qui les accompagnent. Ces mamans travaillent d'arrache-pied pour que les enfants aient une situation. La réception d'aujourd'hui, c'est pour nous vraiment nous mettre à l'honneur, pour faire savoir que les mamans seront toujours là, toujours présentes, peu importe la situation, le problème, on sera toujours là. C'est très important que déjà il y a la municipalité qui fait un geste pour les mamans, même si c'est tous les jours, mais c'est important quand même de nous rappeler qu'il y a un jour pour la fête des mères, un jour pour partager, de rencontrer d'autres mères et voilà, de partager un moment avec le maire et les autres mamans. Une maman, c'est une personne qui prend soin de ses enfants, qui inonde au quotidien ses enfants d'amour pour leur permettre de grandir en toute quiétude, en toute sagesse, en tout amour. Moi, je dirais que c'est un boulot de tous les instants. On ne peut pas dire qu'on est maman d'un jour, on est maman tous les jours. Et moi, je pense sincèrement à des mamans qui ont des soucis avec des enfants qui sont malades. Parce qu'il y a beaucoup de mamans qui souffrent quand même. Aujourd'hui, nous allons parler du positif, mais il faut savoir qu'il y a aussi le négatif. Des mamans qui vivent seules, des familles monoparentales. Bien que la famille, c'est le socle. Une maman, je la définirais comme le potomitan. C'est sur elle que tout repose, que ce soit avec les époux, les enfants, les frères, les sœurs. La maman, je vais parler de ma maman parce que ma maman, elle, c'est vraiment un potomitan. Et en tant que potomitan, elle, je ne sais même pas comment vous expliquer ça, mais elle est vraiment, c'est la personne qu'on va appeler en cas de besoin. Elle sera toujours présente. Elle est toujours présente, cette maman-là. Et vous le savez, la Guadeloupe est une terre de champions et Harry Chalus tient à le faire savoir à la terre entière. Le président de région a inauguré un nouveau city-stade à Gourbert qui porte le nom d'Henri Cassagne, ancien cycliste de la commune. Une nouvelle éponymie, regardez. Aujourd'hui, c'est Henri Cassagne, qui a été grand cycliste aux côtés de Claire Valentin, qui est présent aujourd'hui en tant que président des anciens cyclistes de la Guadeloupe. Les voir comment ils sont émus de découvrir ce city-stade dans le quartier de Champfleury où réside Henri Cassagne, c'est un grand plaisir. Nous l'avions dit, notre rôle, il y a 2 ans, c'était d'équiper la Guadeloupe en infrastructure sportive. Chaque mois, effectivement, c'est 2-3 inaugurations. Nous continuons à le faire. Nous irons bientôt sur la Grande Terre, car il reste une dizaine de city-stades et de futsal à inaugurer. Et nous allons attaquer les grosses infrastructures, notamment le 14 mai, la piscine olympique. Nous avons arrêté la date. Nous avons aussi les gymnases de Marie-Galante et de Morne-à-l'Eau, les stades de foot, les pistes d'athlétisme de Morne-à-l'Eau. Nous avons inauguré le Lamentin et bientôt ce sera Bouillante. Pour nous, c'est important de donner et de transmettre à la jeunesse des valeurs à travers ce sportif cycliste émérite qui est arrivé à concilier vie professionnelle, vie privée et également carrière sportive. Et je pense aujourd'hui, c'est des exemples, des modèles pour la nouvelle génération dans un monde qui demande le dépassement de soi et aussi donner aussi un équipement à la population, singulièrement de Champfleury aussi, pour s'adonner au sport, mais aussi un lieu de cohésion sociale, de lien et j'aime dire aussi de moments pour sortir devant la télé et échanger. Et c'est ce qui manque aujourd'hui à notre population. Tout le monde est cloisonné, sédentarisé.
Et c'est un exemple aussi de cet effort qui est porté dans chaque commune. L'année 2024 serait l'année des inaugurations parce qu'il s'est engagé dans un programme important pour la jeunesse qui était celui de réaliser ces 6 city-stades parce qu'effectivement, la Guadeloupe, les jeunes ont besoin, nous avons besoin de ces équipements sportifs de proximité parce qu'on sait toutes les valeurs que le sport véhicule et au moment où il y a tant de violence, il y a tant de remise en cause de ceux qui fondent une société, je pense qu'il faut permettre à nos jeunes Guadeloupéens, aux jeunes de pratiquer le sport. La Guadeloupe sera contente parce que c'est lui, il a fait beaucoup et nous avons fait beaucoup de choses ensemble et je tiens encore à lui dire merci et pour répéter encore, pour me faire répéter, je dirais que j'ai gagné en 75 le Tour de la Martinique, je crois, grâce à lui. Alors bon, de toute façon, je suis très content d'être honoré dans mon vivant par la région et la ville de Boubert. Je les remercie. O News Radio sur outremernews.fr.